à toutes et à tous, et bienvenue. Alors avant de commencer le talk, je vais mettre un peu de contexte. Normalement, ce talk est fait pour durer 20 minutes. Je l'ai un peu raccourci pour aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'informations très condensées. J'ai notamment du live coding, on m'a déjà fait le retour, comme quoi c'était assez rapide, donc juste soyez prêts. Alors, moi, ça fait aujourd'hui plus de 4 ans que je suis dans le monde du développement en tant que développeuse, et depuis le début que j'entends la phrase qui me dit que si tu n'écris pas de test, ton code ne peut pas être de qualité. Et c'est en grande partie grâce à cette phrase qu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une architecture pour tester son front-end. Je m'appelle Alexia Souvan, je suis développeuse mobile dans une entreprise de e-commerce qui s'appelle Coca et qui se trouve proche de Lausanne en Suisse. Avant d'être développeuse mobile, j'ai été plutôt développeuse full stack web. J'ai notamment travaillé chez Promaz, qui je crois est là-haut. Et c'est pour ça que dans le talk, vous allez retrouver des exemples avec React. Dans la vie, j'aime beaucoup la lecture, toutes sortes de lectures et les sciences de manière générale. J'ai notamment un background en biologie. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est en grande partie aussi grâce au tremplin de Craft Records, qui est organisé par Julien Topsu, qui a donné un talk tout à l'heure, qui propose de former, de coacher des débutants à parler en conférence. Donc c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Vous avez la pyramide de tests, ici, avec les tests end-to-end, les tests d'intégration, et en bas le socle qui sont les tests unitaires, qui sont normalement les plus nombreux sur un projet parce qu'ils sont peu coûteux. Ils sont peu coûteux dans le sens où ils ont une boucle de feedback qui est très courte, et je m'explique sur ce point. Vous avez votre code base ici, son cycle de vie jusqu'à la mise en prod, il va y avoir différents types de tests pour détecter les bugs. Les plus connus, bien sûr, les tests manuels, qui eux ont une boucle de feedback qui est très longue. Ensuite, vous allez avoir des tests automatisés, end-to-end et d'intégration qui sont runnés dans la CI. Mais vous voyez qu'il y a quand même une boucle de feedback qui est encore longue ici. Enfin, vous allez avoir d'autres types de tests, les tests unitaires, qui, eux, sont très rapides à se lancer. Vous voyez qu'ici, je passe 34 tests en 500 millisecondes. Ces tests-là sont très rapides. Et c'est cette rapidité qui permet de les lancer pendant la phase de développement. Donc, contrairement aux autres tests où je vais devoir aller voir dans la CI ou dans la prod ce qui se passe, là, je suis directement en phase de développement. J'ai déjà tout le contexte, que le bug a à peine le temps de voir le jour, que j'ai déjà réparé. Détecté puis réparé. Donc, en ça, les tests unitaires sont très efficaces de par leur rapidité d'exécution. Par contre, je travaille sur différents projets, que ce soit web ou mobile, et j'ai eu de la peine à en retrouver dans les projets front. J'ai travaillé sur un seul projet, on en mettait régulièrement en place, et au final, il me donnait l'impression qu'il posait plus de problèmes qu'il n'en résolvait, et je m'explique sur ce point. Pour illustrer tout ça, j'ai pris l'exemple hyper simple d'une to-do list où il y a deux comportements, afficher l'état initial et ajouter un item à la liste. Au niveau du code, ici, c'est du React, donc vous avez votre composant ici. Je gère mon state grâce à Redux. Donc vous retrouvez le fichier des actions, mon sélecteur ici, et surtout mon reducer ici. Au niveau de mon reducer, ici vous avez tout le typage. Vous avez mon état initial ici, et vous avez deux fonctions, set to-do list et to-do added. Je vais vouloir tester cette partie de mon code, mon reducer. Donc pour ça, je vais aller dans la doc de Redux. Et ici, j'ai une section tester individuellement ces fonctions et unitairement. Et j'ai un exemple où je peux tester mon reducer. Donc ce que je fais, je prends ce code, je le copie, je le colle, chose que j'ai déjà faite ici, et je run mes tests. Ah, désolé, je suis pas... Je run mes tests, pardon. Donc mes trois tests passent. Vous doutez bien que j'ai fait en sorte que mon code fit exactement à la dot de Redux. J'en ai deux qui sont skippés, mais c'est pour la suite de la démo. Et au niveau des tests, du coup, je dois retourner l'état initial, dois rajouter un item à une liste vide, et dois rajouter un item à une liste existante. Donc tant que mes tests passent, en gros, mes trois comportements ici sont préservés. Maintenant, je vais retourner dans mon reducer. Et vous voyez, au niveau de ma to-do ici, c'est un arrêt de to-do item. Et to-do item ici, c'est un objet avec text, completed et ID. Pour une raison ou pour une autre, je vais vouloir changer le type de ma to-do ici en un objet dont la clé est l'ID, qui est une string, et ma valeur est mon to-do item. Je fais les changements en conséquence.
Ok, je sauvegarde. Au niveau de mon test aussi, il va voir que dans mon preview state, du coup, il veut que ça soit un objet. Je vais peut-être zoomer en avant. Peut-être mieux. Hop, je sauvegarde. Et ici, je vois que mes 3 tests fail. Mes 3 tests fail ici, pour la même raison, c'est qu'il s'attend à avoir un arrêt, et ce qu'il obtient, c'est un objet. Donc là, je me dis, mince, je viens de casser mon application, je vais quand même aller voir le comportement, ce qui se passe. Donc je retourne ici, je sauvegarde, je rafraîchis. Donc j'affiche toujours l'état initial, il s'affiche toujours. Je rajoute un item, et l'item s'ajoute à ma liste. Donc en gros, là, mes tests cassent alors même que mon application continue de fonctionner normalement. J'ai un problème ici. Et mon problème, c'est que j'ai des tests d'implémentation. Et mes tests d'implémentation, ils vont tester si j'appelle bien telle ou telle fonction avec tel ou tel paramètre, si j'appelle bien mon back-end, si j'ai bien telle ou telle structure de données. Donc en gros, mes tests vont dépendre de ces détails d'implémentation. Donc si je change mon implémentation, mes tests vont casser. Mais moi, je ne veux pas que mes tests cassent parce qu'il y a un changement d'implémentation. Moi, je veux que mes tests détectent des bugs. Et un bug, c'est un changement de comportement. Donc ce que je veux tester unitairement, ce sont les comportements. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est un comportement dans une application? Parce que j'ai besoin de comprendre ce que c'est un comportement pour pouvoir implémenter des tests dessus. J'ai essayé de schématiser ça de manière simple, d'illustrer ça. Toujours avec une to-do. Un comportement de manière unitaire, c'est j'ai ma to-do, je veux ajouter un item dedans, donc j'appuie sur le bouton ajouter, l'item s'ajoute à ma liste. Schématiquement, un comportement, c'est j'ai un état initial, je fais une action dessus, en appuyant sur le bouton par exemple, j'obtiens un état final. Alors là, pour vous illustrer ça, j'ai montré ce qui se passe au niveau de l'affichage, mais bien qu'on entende souvent que le front, ce n'est que de l'affichage, il y a d'autres choses qui se passent derrière quand même. Donc oui, on affiche l'interface à l'utilisateur, mais souvent aussi, on va aller stocker de la donnée, en appelant au back-end, peu importe, et aussi on met à jour la donnée. Et c'est à ce niveau que se situe le comportement. C'est ça qu'on veut tester, et c'est ça qu'on a du mal à tester. Alors pourquoi on a du mal à tester ça? Quand on regarde les projets front, web ou mobile, on retrouve beaucoup de choses on fait beaucoup de choses dans notre framework ou librairie, peu importe. On a bien sûr notre vue dedans, mais aussi on met souvent à jour les données dans notre framework, et parfois même on fait appel au web service pour aller stocker la donnée. Donc en gros, on se retrouve avec une architecture qui ressemble à ça. En gros, il n'y a pas d'architecture, mais en faisant ça, en fait, on est en train de se coupler fortement avec notre framework. Et ça, c'est difficile à tester unitairement. C'est difficile parce que je vais devoir contrôler tout l'environnement qui est autour. Et ça, c'est difficile à faire, on peut rapidement faire des erreurs. Et quand votre application devient plus complexe, les tests deviennent de plus en plus difficilement maintenables. Alors, comment on évite ça? Il y a un principe en architecture qui s'appelle la séparation des responsabilités et qui dit que une fois qu'on a identifié les responsabilités, il va permettre de diminuer le couplage entre chacune des responsabilités et d'augmenter la cohésion au sein d'une même responsabilité. Si je reprends mon architecture que je viens de montrer, on va appliquer ça. Donc ce qu'on va faire, on va sortir le stockage, la responsabilité stockage dans un autre module. Donc plutôt que ce soit dans le fichier TSX, ça sera dans le fichier ATS. Pareil pour la donnée, on la sort dans un autre module et le seul rôle qu'il restera au niveau du framework, ça sera d'afficher l'interface à l'utilisateur. Si je vais à un niveau plus bas, j'obtiens ces fichiers. Mon state est toujours géré par Redux ici. Donc on a bien splitté les différents modules. Et vous voyez qu'ici, mon todo.tsx est directement relié à mon repository.ts. Donc si je change mon repository.ts, ici, ça a de grandes chances d'avoir un impact sur mon todo.tsx. Pour éviter ça, on va utiliser un pattern qu'on retrouve en architecture hexagonale qui s'appelle l'inversion de dépendance. On va insérer une interface entre les deux. Maintenant, mon todo.tsx va dépendre de cette interface qui sera plus stable. Et surtout, vous voyez que mon repository.ts, maintenant ici, est une implémentation de mon interface. Et ça va être très utile pour les tests, parce que plutôt que dans les tests, aller fetcher l'API comme c'est le cas ici, je vais pouvoir
donner le comportement, choisir le comportement de mon repository. Et ça donne quoi en termes de dev? Alors, je reviens à l'état initial, où mes tests passent. Hop, c'est ma to-do. Je reviens sur mon composant. Vous voyez qu'ici, dans mon composant, dans mon useEffect, j'ai fait un petit twist pour la démo précédente. Je n'avais pas fetché la data, donc ce que je fais, je fetch la data maintenant. Au niveau de mon fetch data ici, je vais aller chercher la donnée dans mon data.json qui se trouve ici, contient salade. Donc maintenant, si je sauvegarde, mon état initial, c'est salade. Ce composant est testé. Les tests sont là. Vous voyez que je les ai skippés pour la démo précédente. Je sauvegarde. Et donc, mon test passe. Au niveau du test, ici, c'est juste, j'ai mon composant ici, je regarde s'il y a le mot salade dedans. Et pour ça, je dois moquer mon fetch. Je lui fais retourner une fake to do. La fake to do qui est définie ici. Donc, pardon. Vous voyez que là, je suis déjà en train de me lier à ma structure de données. On a vu tout à l'heure que ce n'était pas top. Et là, on a un exemple très simple où je dois moquer mon fetch. Mais vous voyez, si l'application devient de plus en plus complexe, ça devient difficile de savoir ce que je dois moquer, ce que doit renvoyer mon fetch à chaque fois. Alors, on a dit tout à l'heure qu'on ne voulait plus fetcher la data, mon data.json dans mon composant. Donc j'enlève ces deux lignes. Et dans mon web service, j'ai déjà mon web service qui existe déjà, et ces deux lignes, je les retrouve ici. Vous voyez que mon web service ici implémente une interface qui a juste la fonction getList dedans. Et surtout, ici, j'ai un autre web service mock, cette fois, qui implémente toujours cette interface. Sauf que mon getList, ici, j'ai choisi de lui faire envoyer cette liste que moi j'ai définie. Donc, je retourne dans mon composant, je vais appeler le web service maintenant. Hop, je dois l'injecter dans mon composant. Et du coup, au niveau de mon application, le web service que j'utilise, ça va être celui qui va fetcher la data. Et dans mon test, ça va être, mon web service que j'utilise, c'est le mock, donc le comportement que moi j'ai choisi de lui donner. Je sauvegarde, mon test passe, et ici, je vais même pouvoir enlever toutes ces lignes, et mon test continuera de passer. Vous voyez que là, maintenant, on se concentre vraiment sur le comportement. J'ai mon composant, et qu'est-ce que je m'attends à avoir dedans? Je vais quand même vérifier que ça continue de fonctionner, et ça continue de fonctionner. Donc là, on vient de définir l'interface entre ces deux modules. On va faire la même chose pour les deux autres modules. Alors, on va insérer un fichier dispatcher.ts ici qui va être toutes les actions qui sont disponibles depuis la vue. Le viewModel.ts ici sera toutes les données qui seront disponibles pour la vue. Et ici, vu que les deux dispatcher.ts et interface.ts gèrent de la donnée, on va relier les deux. Alors, je n'ai pas le temps de faire la démo aujourd'hui, mais avec ce genre d'architecture, on se retrouve maintenant avec des tests qui ressemblent à ça, qui sont très simples, où là, j'ai juste, vous voyez tout en haut, défini le web service que j'utilise, donc le mock, j'injecte dans mon store, et j'ai deux tests, donc should get to-do list, j'ai juste à me concentrer en fait sur le comportement, c'est-à-dire, je rafraîchis la to-do list, qu'est-ce que je m'attends à avoir dedans? Le deuxième test, je rafraîchis la to-do list, j'ajoute un item, qu'est-ce que je m'attends à avoir dedans? Je rajoute un nouvel item, qu'est-ce que je m'attends à avoir dedans? Donc je me concentre vraiment ici sur les comportements. C'est ce qu'on veut tester. Pour conclure, donc on a vu que les tests unitaires sont efficaces parce qu'ils sont rapides en termes d'exécution, qu'il vaut mieux tester les comportements plutôt que l'implémentation. Pour ça, il faut découpler la mise à jour des données, donc votre comportement, de votre framework. Et enfin, ça vous permet d'avoir une architecture qui va vous permettre ensuite de tester unitairement vos comportements. J'ai mis mon GitHub où vous pouvez retrouver le repo que je viens de vous présenter ici, avec les tests que je vous ai montrés. Et je vous remercie pour votre attention et merci à BDX.io pour toute l'organisation.
On a le temps pour une question, a priori. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Merci.